le but, c'est d'avoir une carte des malades assez rapide, que chacun puisse savoir s'il est infecté, qu'il le sache sous 12 heures. C'est une chose qui est possible, théoriquement. Il faut mettre des moyens en œuvre, mais c'est une chose qui est possible. Et pas attendre 48 heures, même 72 heures. Bonjour, professeur Cyril Cohen. C'est en ligne. Bonjour à vous. On est ravis de vous accueillir. On vous remercie d'avoir accepté cette interview. Alors, je vous voyais sourire lorsque j'ai évoqué le nombre des tests sérologiques dont tout le monde parle, 70 000 tests. N'est-ce pas un peu une utopie, cher Cyril Cohen ? Une utopie ? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il faut comprendre... je dirais, l'importance de ces tests. En fait, ces tests sont essentiellement des tests qui nous permettront d'avoir une idée plus ou moins de l'exposition et du taux d'infection dans la population au niveau général. Ce sont des tests qui ont été déployés cette semaine et qui vont nous permettre de comprendre. En fait, on parle souvent des asymptomatiques, on parle souvent des personnes qui ont peut-être certains, je dirais, symptômes, mais pas tous les symptômes. Et donc, on ne sait pas exactement aujourd'hui, on a des modèles, mais on ne sait pas aujourd'hui combien de personnes en Israël, par exemple, ont été exposées au virus et donc combien de personnes ont des anticorps et donc sont immunes par rapport au virus. D'accord, donc vous pensez que ces tests pourront nous renseigner, nous aider à mieux gérer cette crise ? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas trop tard ? Est-ce qu'on peut encore redresser la barre ? Il est évident qu'on peut redresser la barre. C'est sûr que les chiffres, dans un sens, sont un peu inquiétants, mais il faut aussi les analyser. Je pense que les chiffres au niveau des nouveaux malades, là, on vient d'en avoir 700. Ça, c'est les chiffres qui viennent d'arriver. C'est les derniers chiffres, 700 malades, parce que j'ai annoncé 588, donc ça a encore monté. 714. C'est les chiffres que l'on a. Et ça change toujours un peu parce qu'il y a beaucoup, je dirais, il faut rassembler tout ce qu'on appelle toutes les informations et puis les trier. Enfin bon, ça ne change rien. On en est 500, 600, 700. C'est sûr que les chiffres sont importants. Il faut comprendre pourquoi on a cette hausse de chiffres. Il faut aussi comprendre que le chiffre en lui-même, c'est peut-être le nombre de personnes infectées, c'est pas le nombre de malades. Donc à ce niveau-là, on est, je dirais, un peu inquiet parce qu'on voit en fait des départs de feu un peu partout en Israël. D'un autre côté, ce qui nous rassure, entre guillemets, pour l'instant, j'espère que ça continuera comme ça, c'est qu'au niveau, comme vous l'avez annoncé, au niveau des malades graves, au niveau des décès malheureusement, à ce niveau-là, les chiffres ne progressent pas de la même manière. C'est-à-dire que si on est passé, par exemple, en un mois de 50, 60 cas par jour à 700, c'est-à-dire 10 fois plus, au niveau des décès ou des malades graves, on est plus ou moins statique. Alors justement, on voudrait savoir pourquoi en Israël, malgré cette augmentation des cas, des contaminations, eh bien les malades graves puisque vous venez d'en parler, et ceux qui sont en réanimation, on va dire que ce sont des chiffres plus ou moins stables, mais même assez faibles. Ce sont des chiffres, je dirais, relativement faibles. Si on prend un pays, justement, comme, je ne sais pas, si on prend beaucoup de pays d'Europe, que ce soit la Belgique, que ce soit la Suède, avec des milliers de morts, comparé aux 300 morts, et une fois de plus, je ne dis pas que... Je pense que tout le monde se passerait de ce nombre, même 300. La question, c'est vraiment pourquoi on ne voit pas cette montée. On peut spéculer une fois de plus, on peut se baser sur certains faits, on peut spéculer, on se pose beaucoup de questions. Une des choses, c'est que c'est la démographie de ces malades. Ce que l'on voit en ce moment, c'est que ce sont surtout des malades qui sont plus ou moins jeunes. Donc, on sait qu'en général, les malades jeunes sont des malades qui sont très rarement arrivent dans des états graves, même des décès. Ça, c'est petit 1. Petit 2, on teste beaucoup de personnes asymptomatiques. Ça a été un changement au niveau du ministère de la Santé avec la rentrée de Yuli Edelstein et du nouveau directeur du ministère de la Santé, professeur Chezi Levi, qui ont décidé qu'on peut tester effectivement les gens qui sont aussi asymptomatiques. Donc, on fait plus de tests. Et donc, même si les gens sont asymptomatiques, donc ils ne sont pas malades, et donc ils ont évidemment aucune chance de devenir des malades graves, ces gens sont comptés dans le décompte des personnes infectées. Donc, en fait, on teste plus. On a aussi une population qui est un peu différente.
Et je pense aussi que les personnes âgées ou les personnes, je dirais, à risque, se protègent un peu plus. Donc, à ce niveau-là, si on prend tous ces facteurs ensemble, ça peut expliquer que pour l'instant, j'espère que ça va rester comme ça, mais bon, on a des doutes, que pour l'instant, on ne voit pas une véritable hausse, une hausse parallèle au niveau des malades, je dirais, graves et des décès. Est-ce que vous pensez que, si malgré tout vos prévisions ne s'avèrent pas exactes, ça veut dire que si ça continue d'augmenter, on va être obligé de reconfiner? Est-ce que vous pensez que l'État d'Israël est prêt pour ça? Est-ce que vous en parlez au ministère de la Santé? On en parle. La question, elle est un peu, je dirais, évidemment, je crois qu'il faut faire la part des choses. Ce que l'on voit, c'est que confiner à d'énormes répercussions économiques. C'est un gros problème. On recommence, il y a certaines, vous l'avez annoncé, je dirais, mesures qui ont été prises. Je crois qu'en fait, on est dans une situation un peu paradoxale. Dans un sens, on veut préserver la santé, mais de l'autre côté, on ne peut pas tuer l'économie. Il y a une autre chose aussi qu'il faut prendre en compte. Malheureusement, pendant le confinement, ce que l'on a vu, c'est qu'il y a aussi beaucoup de malades qui n'ont pas, je dirais, été se faire soigner. Et on a vu des décès en parallèle qui ne sont pas liés directement justement au Covid-19, mais des décès comme dans le cas de certains patients oncologiques, je dirais même des patients. On a des statistiques qui nous prouvent que, par exemple, au niveau des AVC en Israël, pendant la période de confinement, les gens avaient très peur d'aller à l'hôpital. Et un AVC sur deux, 8 personnes qui ont eu un AVC sur deux n'est pas arrivé à l'hôpital à temps. Ça veut dire qu'en fait, si on a un AVC toutes les demi-heures en Israël, on a eu 24 personnes avec des AVC par jour, qui n'ont pas été traitées comme il le fallait. Donc, je pense que quand on parle du confinement, il faut aussi parler de l'effet psychologique que ça a sur la population, mis à part aussi l'économie. Et je crois qu'il faut, c'est un tout. Donc moi, à ce niveau-là, pour l'instant, vu les chiffres, personnellement, je ne suis pas pour le confinement que l'on a vécu au mois d'avril jusqu'à la fin avril, aussi bien au niveau psychologique, même médical, économique. Je pense que ce n'est pas la solution. Ce qu'il faut voir, évidemment, c'est quel chiffre on va avoir d'ici 1 à 2 semaines et voir s'il y a une montée. Le gouvernement en Israël s'est fixé une barrière de 250 patients sous assistance respiratoire pour décider vraiment d'un confinement ou de mesures qui seraient beaucoup plus drastiques. Pour l'instant, nous espérons que ça n'augmentera pas, et même que ça descendra. On est aux alentours de 40-50 patients comme ça sous assistance respiratoire. Donc, on a encore une marge. Alors justement, puisqu'on parlait de cette difficulté de reconfiner, la solution n'est-elle pas de trouver des tests dont on aurait le résultat rapidement et plutôt essayer de confiner peut-être ceux qui sont positifs et laisser les autres qui ont été testés rapidement? Mais ça, je ne sais pas si c'est encore possible de le faire. S'il est possible de le faire actuellement, bien de les laisser vivre leur vie normalement. Il est possible. En fait, je crois que en fait, il y a une véritable prise de conscience à ce niveau-là. On se rend compte que les tests et les résultats des tests ne sont pas suffisamment rapides. Donc vraiment, ces derniers jours au ministère de la Santé ont été recrutés, je dirais, 300 enquêteurs épidémiologiques. En fait, le but, c'est d'avoir en fait une image je dirais, une carte des malades assez rapide, que chacun puisse savoir s'il est infecté, qu'il le sache sous 12 heures. C'est une chose qui est possible, théoriquement. Il faut mettre des moyens en œuvre, mais c'est une chose qui est possible. Et pas attendre 48 heures, même 72 heures. Ça, c'est un. Petit 2, c'est les enquêtes épidémiologiques. C'est-à-dire être capable de voir où cette personne a été pendant les 14 derniers jours, et essayer de contacter tous les gens qui ont été en contact avec cette personne. Bon, on est en train de remettre en place les mesures que je dirais, ce qu'on appelle en hébreu le cli, l'outil du Shabak, des services de sécurité, pour permettre au niveau de tracer, grâce au téléphone cellulaire, de tracer le parcours des malades et quelles ont été les personnes en contact avec lui. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, ça, on a vu que le Shabak n'était pas tout à fait ravi de cette nouvelle, mais vous nous confirmez que c'est en cours.
Ça va de toute façon être mis en place de nouveau. Ça va être théoriquement, ça va être remis en place. Faut savoir, évidemment, je veux dire, il y a toutes sortes de modalités dont on ne peut pas parler, évidemment, mais il faut savoir que c'est ça, le traçage lors de je ne sais pas si on appelait ça la première vague ou le premier pic que l'on a eu il y a donc 2 mois, a beaucoup aidé. Là, aujourd'hui, on a un gros problème. On est dans une situation où il n'y a plus de traçage. Il n'y a plus de traçage. Comment ? On vous entend mal. Il n'y a plus de traçage aujourd'hui. Non, il y a du traçage, mais pas suffisamment. C'est ce que je dis. La majorité des cas, on n'est pas capable de les tracer, on n'est pas capable d'expliquer comment ils ont été infectés. Et ça, c'est un gros problème au niveau épidémiologique. Donc, il est évident, comme vous le disiez, si on veut freiner cette épidémie, il nous faut un meilleur traçage, il nous faut des enquêtes performantes et il faut réduire le temps. Alors, vous avez parlé de ces tests, du nombre de tests. Et pour les faire, il faut du personnel qualifié. On a vu dans la presse ce matin que, notamment dans le Sud, il y avait à peu près 2 infirmières pour 1600 personnes. Donc, on revient sur ce sujet, un sujet qu'on porte chez Studio Qualita, le nombre et le manque d'infirmières en Israël. Est-ce que vous seriez pour aider, on va dire, des infirmières professionnelles qualifiées avec de l'expérience, des infirmières francophones diplômées en France mais qui n'ont pas encore leur permis de travail en Israël, eh bien de les aider à pouvoir intégrer ce nouveau système, ce système de la santé israélien pour aider justement peut-être dans le passage des tests, etc., etc. Oui. Bon, d'abord, ça dépend pas de moi. Non, bien sûr, mais on demande à tout le monde puisque c'est l'occasion de se rendre compte de leur potentiel et de leur efficacité. Je suis entièrement d'accord. Je crois que, en fait, ce que l'on est en train de vivre, c'est plus qu'un symptôme de l'état du système de santé israélien. C'est très intéressant. En fait, on a une médecine très performante. On a une médecine au niveau international, je vous le dis sincèrement, au niveau recherche, au niveau soins, qui est extrêmement performante. L'hôpital, par exemple, Tel HaShomer a été classé un des 10 meilleurs hôpitaux au monde. Okay, et j'ai pas vu beaucoup d'hôpitaux européens, dans les 10 premiers. Donc à ce niveau-là, on a une médecine très, très performante, très créative. Le problème, c'est les moyens. Je crois qu'on n'est pas les seuls, mis à part, quand je regarde aussi en Europe, peut-être l'Allemagne qui a un peu plus de moyens. On n'est pas les seuls à ce niveau-là. Je vois le système, par exemple, en Angleterre, où il y a aussi des déficits. Je vois d'autres pays où la santé n'est pas prioritaire. C'est juste quand il y a une crise qu'on commence à se poser la question, faut-il, améliorer, prendre en compte que la santé est primordiale et qu'il faut augmenter nos ressources. Donc à ce niveau-là, on a un problème. C'est pas un problème qui est juste en Israël. On a un problème au niveau, des ressources de base. Le nombre de médecins, le nombre de lits par hôpitaux. On a une récente enquête qui a démontré qu'il nous fallait théoriquement 2 fois plus d'hôpitaux que ce qu'on a aujourd'hui en Israël. Donc il y a un nouvel hôpital qui est en train de se monter, par exemple, dans le sud, à Be'er Sheva, justement parce qu'il y a un problème, dans le sud. Et donc c'est sûr que, si vous me demandez mon avis, il nous faut plus de médecins, il nous faut plus d'infirmières. Et je crois que le problème, c'est pas les personnes qualifiées, parce qu'on les a. Je crois que c'est à ce niveau-là les postes que l'État doit octroyer pour augmenter ce personnel et pour faciliter justement en temps de crise, mais pas seulement en temps de crise, aussi en temps normal, un soin qui est performant, non seulement, au niveau professionnel, mais aussi au niveau de la population. Ok, alors est-ce que vous avez d'autres nouvelles à nous donner, peut-être, puisque je sais que vous êtes, on va dire, membre du comité de validation des essais cliniques au ministère de la Santé. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'aurait pas encore parlé ensemble ce matin qui sont en cours ? Il y a des choses en cours, mais malheureusement, je ne peux pas en parler. Voilà, je vous dis la vérité. J'ai essayé, j'ai tenté. Voilà, je vous ai répondu... non, j'aurais bien aimé, mais à ce niveau-là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, j'irai au niveau mondial. On parle beaucoup des vaccins, vu que je suis immunologue et que c'est mon domaine justement de spécialité, c'est ma spécialité. Donc il y a des choses qui semblent promettrices.
On a aussi beaucoup, je dirais, on a beaucoup plus d'expérience. Je crois que le public ou l'audience, votre audience, on doit être un peu plus optimiste, ok? Parce que c'est une maladie que l'on sait traiter beaucoup mieux. Une fois de plus, on ne peut pas éviter tous les décès, et c'est une maladie que l'on sait traiter aujourd'hui beaucoup mieux. Il faut prendre en compte que 98-99% des patients survivent. C'est sûr que les patients sous assistance respiratoire, quelquefois, ont des séquelles. C'est des choses qu'on apprend à gérer aussi. Mais je dirais qu'avec ce que l'on voit aujourd'hui, je pense que d'ici le mois prochain, on va commencer à avoir des essais cliniques dans le monde beaucoup plus, je dirais, performants au niveau des vaccins. D'ici le mois de septembre... On parle de la Chine. Je crois que la Chine va tester un vaccin dans le cadre de l'armée chinoise. Oui, donc il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a plusieurs compagnies. Je dirais qu'à ce niveau-là, on a 4-5 pistes assez prometteuses. On n'a pas tous les résultats, ça il faut le dire, mais on a 4-5 pistes assez prometteuses. Mais d'un autre côté, il faut apprendre à vivre avec le Covid-19, il faut se préserver, les gestes barrières, c'est très très important. Ça vraiment, je profite une fois de plus de cette émission pour le rappeler à vos auditeurs. Les masques. Alors, n'importe lequel, on peut le masque bleu que vous avez dans les mains, on peut le réutiliser, on peut le mettre plusieurs fois, c'est pas grave? Oui, mon conseil, par exemple, moi, personnellement, ce que je fais, c'est d'avoir plusieurs masques comme ça, que je mets, et j'en ai un pour chaque jour de la semaine, surtout qu'en ce moment, on transpire un peu, et donc, ces masques sont mouillés. Donc, on peut les réutiliser, ces masques. Évidemment, c'est sûr qu'il ne faut pas les réutiliser pendant des mois. Non, c'est sûr. Mais une fois de plus, je dis que je pense que ces masques sont très, très performants. Ils ont été prouvés comme réduisant la capacité d'infection de 85%, ce qui est très important. Garder les distances 1 à 2 mètres aussi permet d'augmenter ou de réduire, je dirais, le taux d'infection, l'hygiène personnelle. Donc tout ça, ça peut nous aider et ça sauve des vies. Donc c'est très, très, très important. Ok, bon. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. Et vous revenez nous parler des nouveautés, voilà, qui nous concernent quand vous voulez. Plaisir. Merci beaucoup et une excellente journée. Faites attention à vous. Pareillement, à vous aussi. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.